Bonjour tout le monde, je m'appelle Carrie Thibaudot, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne du Rhin. Bienvenue à cette session intitulée Traitement conservateur de la maladie rénale, ce que vous devez savoir. Avant de commencer, il est important de reconnaître la terre autochtone sur laquelle nous nous trouvons. Inspiré par les 94 appels à l'action recommandés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les reconnaissances territoriales sont une première étape nécessaire vers l'honneur des occupants originaux d'un lieu. Ils aident également les Canadiens à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. Je reconnais avec gratitude et respect que je me joins à cette session depuis Newmarket, le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Wendat et Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire depuis lequel vous vous connectez à cette session, n'hésitez pas à le partager avec nous dans la discussion. La Fondation canadienne du Rhin aimerait remercier ses sponsors pour la série de webinaires 2024, Accenture, Amgen, AstraZeneca, GSK et Otsuka. Leur soutien continu nous permet de nous réunir pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. Les informations partagées lors de ce webinaire sont à jour à compter d'aujourd'hui, le 14 août 2024. Les informations partagées dans ce webinaire sont générales et ne sont pas de nature à couvrir toutes les circonstances. Bien que nous faisons tout notre possible pour être précis, nous vous recommandons de consulter un médecin professionnel adapté à votre situation individuelle. C'est avec plaisir que je vous présente les infirmières autorisées Ruth DeBoer et Jennifer Walmsley. Ruth est infirmière depuis 37 ans et travaille auprès de patients atteints de maladies rénales depuis 29 ans. De 2008 à 2020, Ruth a été championne de la planification préalable des soins responsable du programme Alberta Kidney Care South. Au cours de cette période, elle a également beaucoup travaillé avec des patients qui ont choisi les soins conservateurs et a contribué à la gestion de cas et aux soins de ces personnes. Ruth a joué un rôle central dans l'organisation d'un atelier d'une journée complète sur la fin de vie et les soins conservateurs pour les patients de maladies rénales qui a duré plus de 6 ans et a été présenté à 700 membres du personnel partout en Alberta pour permettre aux patients de comprendre leurs options et d'être préparés à leur parcours de guérison. Jennifer est infirmière autorisée à la clinique de soins rénaux de Calgary en Alberta, située au sein du centre médical Sheldon Shamir. Cette clinique externe multidisciplinaire s'engage à soutenir les patients rénaux et leurs familles avec des soins complets, une éducation et une surveillance détaillée. Dans son rôle, elle se focalise sur le travail avec les patients atteints de maladies rénales, leurs familles et les partenariats communautaires tels que les médecins de famille, les établissements de soins à domicile et les établissements de soins continus. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Mount Royal Calgary en Alberta. Son expérience professionnelle s'étend à la fois en milieu hospitalier et en milieu clinique ambulatoire, la dotant d'un large éventail de compétences et de connaissances pour soutenir ses patients. À vous, Jennifer et Ruth. Bonjour, je m'appelle Jennifer et je suis avec Ruth. Nous allons faire une présentation sur le traitement conservateur de la maladie rénale. Comme on nous a déjà présenté, nous sommes des infirmières autorisées du centre médical clinique de Calgary et nous allons vous parler du traitement conservateur et de ce à quoi ceci ressemble au sein de notre clinique. Lorsqu'on parle de notre clinique, on y attache la multidisciplinarité. Nous travaillons avec des infirmiers autorisés, des APN, des néphrologistes, des médecins spécialisés en maladies rénales. Nous travaillons avec des diététiciens et avec des travailleurs et travailleuses sociales. Donc, notre clinique n'est rien sans son équipe au complet. Notre clinique travaille avec des patients souffrant de maladies rénales chroniques et nous travaillons généralement avec les patients en phase 4 et phase 5. Nos patients peuvent souffrir certains de nos patients d'insuffisance rénale participent à cette session aujourd'hui.
L'objectif d'aujourd'hui est de parler du traitement conservateur en général, de ce à quoi ça ressemble au sein de notre clinique et fournir des informations au sujet de la prise de décision, la planification et bien évidemment, nous allons répondre à toute question qui pourrait survenir de vous en tant que patient de maladie rénale, de membres de famille d'un patient souffrant de maladie rénale, d'un personnel de soins ou des professionnels qui participent à l'appel. Et nous vous remercions d'ores et déjà pour votre participation. Passons donc au vif du sujet. C'est quoi le traitement conservateur? La gestion conservatrice des reins GCR est une approche de traitement pour les patients atteints de maladies rénales chroniques en phase terminale qui choisissent de ne pas recourir à la dialyse ou à la transplantation rénale. Donc, ceux qui optent pour ce type de traitement ne reçoivent pas de greffe de rein. Ce mode de traitement se focalise sur la gestion des symptômes. Nous suivons les éléments tels que la pression artérielle, le niveau de glycémie pour les patients atteints de diabète. Nous vérifions également le changement de médicaments, mais nous nous focalisons surtout sur le suivi des symptômes. Nous travaillons avec des patients qui vivent au sein de la communauté, c'est-à-dire que ces personnes pourraient vivre dans leur propre résidence ou dans un établissement de soins continus. Et une autre partie de notre travail est de soutenir les partenariats communautaires. Nous travaillons notamment avec les familles, les cliniciens, l'équipe paramédicale, les centres de soins et l'équipe chargée de la fourniture de soins palliatifs qui aide autant que faire se peut le patient et les membres de sa famille qui le soutiennent. Nous passons à la prochaine diapositive. Qui choisit le traitement conservateur et pourquoi un patient choisirait les soins conservateurs? C'est une question à laquelle nous sommes confrontés à plusieurs reprises et c'est la raison pour laquelle on nous a demandé de parler du traitement conservateur également. Les patients qui choisissent le traitement conservateur le font pour plusieurs raisons. Pour la plupart de ceux que nous rencontrons, ils choisissent ce type de traitement parce qu'ils ont d'autres maladies sous-jacentes qui ne se trouveraient pas améliorées par la dialyse. Quelqu'un qui souffre, par exemple, d'une maladie cardiaque en phase terminale ne verra pas son niveau de santé amélioré par une dialyse. Généralement, ce type de patient opterait pour un traitement conservateur plutôt qu'une dialyse et une greffe. Les deux types de traitements présentent des défis. Pour la dialyse, il y a une dialyse à la maison et les personnes pourraient choisir le traitement conservateur plutôt que ce type de traitement parce qu'ils n'ont pas le soutien ou l'espace requis pour ce type de dialyse. Les patients ne pourraient pas avoir les fonctionnalités ou les capacités. Il pourrait y avoir des problèmes de motricité de leurs mains qui rendraient difficile ou impossible ce type de dialyse à la maison. Il y a un autre type de dialyse appelé dialyse au centre qui se fait 3 fois par semaine pour plusieurs heures. Comme vous pouvez imaginer, les personnes doivent quitter leur maison, doivent quitter leurs êtres chers pour de longues heures, donc pour une longue période. La dialyse par ailleurs, n'améliore pas toujours le niveau de santé, surtout s'il y a des maladies sous-jacentes. Et l'effet de la dialyse ainsi que l'organisation pourrait être lourde et pourrait supplanter les bénéfices de ce type de traitement pour les patients qui ne verraient pas leur qualité de vie être améliorée et qui voudraient bien s'en passer. À qui offrons-nous le traitement conservateur? À tout le monde. Nous sommes chanceux qu'au sein de notre clinique, nous avons des cours d'éducation qui présentent les différents types de dialyse, la dialyse et la transplantation de reins, le cas échéant. Et ce type de formation est offerte à tous nos patients. Ce faisant, nous pouvons explorer ensemble toutes les options, identifier les différents défis
en fonction des options choisies et aider les patients à prendre les décisions les plus éclairées sur l'un ou l'autre choix de thérapie. Donc, nous offrons cette éducation à tous nos patients souffrant de maladies rénales. L'une des ressources dont nous allons parler se trouve au niveau de la prochaine diapositive et est appelée le site web www.ckmcare.com et nous allons l'explorer sous peu. C'est un site web que nous utilisons au sein de notre clinique nous-mêmes, mais aussi que nous fournissons aux membres de la communauté, notamment les médecins de famille, les fournisseurs de soins en continu et tout le système de soutien du patient. Il s'agit notamment de faciliter le processus de prise de décision quant à la thérapie. Il présente également des moyens de gestion de certains symptômes pour fournir aux patients la possibilité de savoir à quoi ressemble l'avenir pour des patients de maladies rénales, pour pouvoir avoir ce soutien par eux-mêmes ou par les membres de leur famille. Nous allons vous montrer à quoi ressemble ce site web ainsi que les informations qu'il contient. En image, vous avez l'interface du site web. C'est le site web ckmcare.com. Il comporte plusieurs onglets. Facilitation de la prise de décision pour les patients, patients, familles et professionnels de la santé. Je vais vous faire parcourir ces différents onglets sous peu, mais pour ceux qui participent à l'appel, je vous encourage à aller à la fois sur les onglets famille, patients et professionnels de la santé. Le site web vous donne suffisamment d'informations à la fois en tant que patient et également à votre professionnel de santé pour vous permettre de prendre les meilleures décisions et de savoir quelles sont les options que vous offre le traitement conservateur. Je vais cliquer sur l'onglet Patient Famille, Patient Family en anglais. Il s'agit d'évaluer le processus de décision sur lequel nous reviendrons sous peu. Il fournit également les informations de planification pour l'avenir. Je clique sur symptômes. Il y a plusieurs ressources disponibles, des brochures également que vous pouvez vous envoyer par courriel, que vous pouvez également imprimer, de même que des informations sur la gestion conservatrice et des solutions qu'on peut explorer ensemble. Une préoccupation qui revient souvent, ce sont les symptômes de maladie rénale et ce qu'il faut faire lorsque ces symptômes surviennent. Voici une bonne ressource et je vais passer je vais vous présenter l'effet indésirable standard. Cette ressource vous donne certaines options sur ce que vous pouvez essayer à la maison. Elle vous fournit notamment des options non médicamenteuses et des possibilités ou des propositions à votre professionnel de la santé sur le traitement médicamenteux à suivre le cas échéant. Il y a également d'autres ressources que vous pouvez imprimer. Il s'agit ici d'astuces que vous pouvez faire à la maison. Euh, Assurez-vous d'utiliser des vêtements légers, ne portez pas de parfum, hydratez-vous lorsque vous sortez de votre bain. Au cas où ceci ne vous aide pas, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Discuter avec votre professionnel de santé pourrait être une bonne proposition. En tant que professionnel de santé, dont moi, je suis censé présenter les avantages probants, notamment des choses qui pourraient être plus bénéfiques pour le patient et qui passeraient par un peu de médicaments. Nous allons à nouveau prendre l'exemple des démangeaisons comme exemple. Vous souffrez sans doute de démangeaisons comme effet secondaire de ces médicaments. La prochaine proposition ou la deuxième astuce que nous fournissons et qui n'est pas médicamenteuse, c'est de prendre un bain plutôt qu'une douche, porter des vêtements légers,
d'utiliser des lotions hydratantes. Et ce sont des choses dont vous pouvez discuter avec votre pharmacien, votre médecin de famille, les essayer. Et en cas d'échec, nous vous proposerons beaucoup plus d'options médicamenteuses, dont le gabapentin. Nous faisons également du suivi avec les patients. Nous évaluons ce qu'ils ont essayé et nous effectuons le suivi une fois que les médicaments sont pris. Voici un peu ce que nous faisons, moi et Ruth. Nous faisons de la gestion de ces patients ainsi que le suivi de leur famille pour que leur soutien au sein de leur communauté soit plus efficace. L'une des décisions centrales à prendre quant à la gestion conservatrice est celle du choix entre les options thérapeutiques. Et le site web fournit une aide à la prise de décision qui vous donne des informations sur ce qui a de la valeur pour vous, sur des propositions. Nous allons rapidement explorer un cas d'étude ou un scénario pour vous faciliter cet exercice à la maison. Une fois de plus, je vais cliquer sur l'onglet Aide à la prise de décision. Il y a des informations de réflexion. C'est une bonne manière de réfléchir au traitement conservateur et à la dialyse. Si je choisis si je choisis le traitement conservateur plutôt que la dialyse, il y a une vidéo très informative. Il y a des photos formidables également qui vous pourraient vous éclairer au cas où vous optez pour une dialyse. Je vous encourage à cliquer sur ces différents onglets et à obtenir des informations par vous-même. Nous allons rapidement étudier un scénario. Nous avons un patient qui se pose la question de savoir s'il devra opter pour une gestion conservatrice ou une dialyse. J'aimerais également souligner que cette décision peut être faite pour toutes les maladies rénales, mais ici, ça concerne surtout les personnes qui ont une insuffisance rénale de moins de 15 à 100. Et nous y reviendrons bientôt. Mon cas d'étude est une femme âgée de 75 ans qui vit toute seule, mais qui a besoin d'aide chez elle. Elle a d'autres maladies, notamment le diabète. Elle souffre d'hypertension, elle perd la vue et elle a son insuffisance rénale chronique. Elle ne veut pas aller à l'hôpital et elle veut être maîtresse de son temps. Nous allons donc explorer ensemble quelles sont ces options. Si, si j'ai ma patiente de 75 ans, je vis dans un quartier différent du sien. Est-ce qu'elle a des difficultés cognitives? Non. Quel est son âge? Elle a 75 ans. Voici une directive qui nous dira que alors que plus nos patients prennent de l'âge, plus il nous faut reconnaître qu'il pourrait y avoir d'autres maladies liées à l'espérance de vie. Donc, son espérance de vie, compte tenu des différentes maladies dont elle souffre, la pousse ou alors est répartie en fonction du traitement conservateur et dialyse. Si elle ne choisit, si elle optait pour le traitement conservateur, il resterait 40 mois, la dialyse 30 mois à peu près. Si elle doit passer 14 des mois de à suivre des dialyses et à suivre et être suivie par son équipe, ça lui fait beaucoup de temps. La deuxième chose, elle est assez indépendante, mais elle a besoin d'assistance. Nous avons Nous savons que les patients qui répondent mieux au traitement de dialyse sont plus indépendants, raison pour laquelle il faudrait les aider avec des soins à domicile. Elle a d'autres maladies, mais on n'a rien dit à propos de maladies cardiaques. Plus quelqu'un souffre de maladie, plus la dialyse est difficile pour ce genre de patient. Avec ou sans dialyse, cette patiente ou ce patient ne vivra qu'environ 1 an. Donc, il faut prendre en compte les difficultés de la dialyse. Est-ce que c'est quelque chose que cette patiente voudrait faire?
cette patiente ne voudrait pas se rendre dans un centre de santé, c'est un élément auquel elle accorde beaucoup de valeur. Elle ne voudrait pas subir de chirurgie mineure. Disons que si, par exemple, elle se fracture le bras, elle voudrait bien une chirurgie mineure. Donc, on va mettre 4 pour sa probabilité d'accepter une chirurgie mineure, la probabilité de voyage pour la dialyse. Il s'agit d'une patiente qui ne voudrait pas se déplacer et qui valorise son temps. Donc, on va situer cette probabilité de voyage à 4 et la probabilité et l'utilisation de son temps à 5. Voilà les informations dont vous voudrez discuter avec votre professionnel de la santé, votre euh, spécialiste du rein au fur et à mesure que vous avancez. Et vous pouvez également vous envoyer ces informations par courriel. Donc, nous allons sauter ces parties. Comment est-ce que ceci marche? Le site parcourt toutes ces questions qui sont très personnelles en fonction de ce que vous choisissez, un traitement conservateur ou une dialyse. S'agissant de la gestion des symptômes, elle penche beaucoup plus vers le traitement conservateur que la dialyse. Contrôle de son temps, elle aimerait avoir un meilleur contrôle de son temps, d'où le choix de l'option du traitement conservateur. Pour ce qui est de l'hospitalisation, elle veut éviter l'hospitalisation. Donc, du coup, elle penche beaucoup plus pour un traitement conservateur. À la fin ou en fin de compte, vous pouvez soit vous envoyer cela ou l'imprimer. Malheureusement, il n'y a pas de réponse noire ou de réponse blanche. Ces ressources vous donnent la possibilité de réfléchir à la meilleure option pour vous, personnellement, ou en fonction de ce que vous valorisez et comment nous pouvons vous aider à valoriser ces éléments qui sont chers. Bien évidemment, vous devez discuter avec les membres de votre famille, votre équipe de soins au sujet de vos souhaits. Vous pouvez rédiger des questions qui pourraient subvenir et des réponses vous seront fournies. Et une fois qu'un patient choisit le traitement conservateur au sein de notre clinique, nous allons nous charger du suivi de ce patient en tant qu'équipe. Nous allons faire les ajustements nécessaires et nous tenons toujours prêts à vous aider dans votre choix ainsi que votre famille et à planifier pour l'avenir et ce à quoi cet avenir pourrait ressembler. Nous demandons également à l'équipe des soins palliatifs qui fait partie de notre équipe de faciliter une meilleure gestion de ces symptômes et de voir ce à quoi l'avenir pourra ressembler avec leur soutien. La prochaine partie de notre conversation aujourd'hui porte surtout sur la communication avec les membres de la famille, notre équipe et la planification pour l'avenir, pour toute décision médicale majeure, pas uniquement pour les patients souffrant de maladies rénales. La communication est centrale pour toute décision médicale et sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Ruth qui se chargera de cette partie de notre présentation. Bonjour tout le monde. Nous retournons à la diapositive précédente. La planification de maladies à un stade avancé est un mot général pour qualifier les choix faits par des personnes qui font de la planification à l'avance. Et ici, il y a des éléments juridiques à prendre en compte. La planification se fait depuis l'âge adolescent. Lorsque vous passez votre permis de conduire, on vous pose des questions, ça vous fait faire de la planification. Lorsque vous visitez un hôpital ou que vous êtes interné, on vous pose des questions concernant vos préoccupations de santé. On vous demande si vous voulez si vous optez pour une réanimation ou si vous êtes ouvert à être interné dans une unité de soins intensifs. Tout ceci fait partie de la planification. L'élément le plus important est de pouvoir vous-même prendre vos décisions et aussi aider les autres à prendre des décisions pour vous. Vous devez pouvoir exprimer vos souhaits. La dernière chose à faire, c'est de faire une planification juridique. Le site web qui a été initialement projeté est celui que nous allons utiliser encore une fois et je vais le partager avec vous. C'est un site web national et comme l'ancien site web, c'est un outil
que nous utilisons. Une fois de plus, s'il y a une vidéo, il y a des ressources. Il vous donne des informations préliminaires au sujet de des conversations portant sur l'avenir de votre santé, les décisions que vous pouvez prendre, pas uniquement en ce qui concerne le traitement conservateur, mais aussi qui est quelles personnes vous identifiez comme vos décideurs alternatifs ou de remplacement. Nous sommes en train de prendre part à un webinaire national. C'est une grande ressource. Vous pouvez voir la carte du Canada ici. Si vous choisissez l'une des provinces ou un territoire, vous aurez les ressources disponibles pour vous au sein de votre territoire. En Alberta, où nous sommes, nous avons en image les ressources disponibles pour la planification de la santé à l'avance pour l'Alberta avec plusieurs liens que vous pouvez utiliser et qui vous dirigeront vers des vidéos. C'est un bon point de départ pour lancer la conversation, pour réfléchir pour soi, pour faire tout depuis sa maison où on se sent le plus confortable. Nous invitons les uns et les autres à utiliser ces ressources pour faire leur propre choix et aussi pour enjoindre les membres de leur communauté ou de leur entourage à prendre part à leur processus de décision. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez discuter avec les membres de votre famille, votre médecin de famille, le personnel de santé, et vous pourrez voir comment ceci s'applique à votre processus de décision. La province de l'Ontario a ses propres ressources, la province du Québec également. Je dois dire que c'est un espace favorable pour les personnes qui leur permet de trouver les informations qui leur sont plus appropriées. Ce sont des ressources spécifiques au territoire et aux provinces. Si les ressources doivent toujours être rédigées pour la province dans laquelle vous vous trouvez, raison pour laquelle on indique que ces ressources sont orientées territoire en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà donc des choses que je vous invite à explorer et à comprendre par vous-même pour faire votre planification médicale générale. Non seulement vous opérez des choix concernant vos options thérapeutiques, mais également si vous faites des choix au cas où vous avez perdu partiellement ou temporairement vos facultés de prendre des décisions pour vous-même. Je vous encourage à déjà identifier la personne la plus appropriée qui pourrait agir pour vous. Impliquez également les membres de votre famille parce qu'au cas où une crise survient, on souhaite que les gens travaillent ensemble plutôt que de se tirailler les uns les autres en se disant, je ne sais pas pourquoi toi on t'a choisi pour représenter tel. Au moins, si à l'avance on sait pourquoi on a choisi telle ou telle autre personne, on devrait pouvoir se soutenir pour faire face à la crise au cas où elle survient, d'où l'importance de la planification en avance, à l'avance. Et c'est quelque chose qu'on comprend qu'on doit faire, mais 30% seulement des personnes tiennent des discussions juridiques ou prennent les décisions qu'il faut sur le plan juridique. C'est une case que je vous invite à cocher. Je vais arrêter ce partage ici et retourner à notre présentation. Je vais donc présenter le site web. La prochaine diapositive vous présente les différentes étapes. Réfléchissez au sujet de vos valeurs. Surtout, les expériences que vous avez eues avec les personnes que vous connaissez, vos êtres chers. Parce que chaque fois qu'on vit une expérience personnelle de défi en termes de santé, on y apprend des choses en se disant, je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à un tel m'arrive à moi, d'où la nécessité pour moi d'opérer plutôt tel autre choix. Les expériences personnelles vous donnent des informations, vous permettent d'orienter la manière dont vous souhaitez que votre santé se présente. Discutez avec un spécialiste, votre fournisseur de soins. Si vous ne comprenez pas comment les choses se présentent pour vous ou qu'une préoccupation survient, posez des questions et demandez des conseils sur le choix à opérer. Lorsque vous choisissez une personne qui décide pour vous, ça pourrait être votre partenaire, vos amis, les membres de votre famille ou un enfant adulte. Je vous invite où je mets l'accent sur le fait que vous devriez tenir au courant tous les autres membres de votre famille pour que ceux-ci sachent comment agir au cas où une crise survient.
Dites également aux membres de votre famille, à votre personnel de soins, quels sont vos souhaits. Et au cas où ces souhaits changent, tenez à leur en informer afin de faciliter le soutien. La dernière étape est de rédiger vos documents. Ceci peut généralement être fait avec un avocat. Il rédige les documents dont vous avez besoin. Ceci est fait par pouvoir d'avocat. Euh, vous aide à rédiger plutôt les trois documents dont vous avez besoin, y compris un testament et une délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir à un avocat traite de la gestion de vos biens personnels et des décisions au sujet de votre santé ou des décisions non financières lorsque ceci ne peut pas être fait. Ça peut être une situation temporaire ou une situation permanente. Temporairement, il peut s'agir d'une maladie qui vous prive de votre capacité de parler et de décider pour vous. Permanemment, ça peut être d'une maladie telle que la démence qui se produit progressivement ou soudainement et qui permettent à quelqu'un de pouvoir décider pour vous. Si ces documents sont préparés à l'avance, c'est une bonne chose parce que elles peuvent faire en sorte que des mécanismes d'action soient pilotés immédiatement lorsque la crise survient et de choisir un membre de votre famille plutôt que de choisir quelqu'un qui pourrait agir pour vous lorsque la crise survient, ce qui pourrait être chronophage en termes de temps et de ressources. Nous passons à la prochaine diapositive. C'est la partie la plus importante. Peu importe la décision que vous optez, qu'il s'agisse de thérapie conservatrice ou de dialyse, la communication est essentielle. Discutez avec nous, discutez avec les membres de votre famille, discutez avec votre conjoint ou votre conjointe afin que tout le monde soit sur la même ligne de compréhension, afin de mieux vous soutenir dans votre parcours contre la maladie rénale. Pour moi, c'est véritablement l'élément central. Nous allons nous arrêter là. Nous allons écouter le docteur Yao sous peu. Merci infiniment, Ruth et Jennifer, pour ces informations instructives au sujet de la thérapie conservatrice. Merci à toutes les deux pour la présentation ô combien instructive sur la thérapie conservatrice et sur les ressources présentées. J'aimerais à présent vous présenter le docteur Yao Matwawana qui va nous faire part de son parcours personnel. Le révérend Iwao Matwawana est un pasteur aumônier et missionnaire à la retraite. Il a été actif en tant que consultant auprès des ministères baptistes canadiens dans le domaine de la paix et de la réconciliation auprès d'Affaires étrangères Canada et dans les pourparlers de paix parrainés par l'ONU au Burundi en 2002. Yao a reçu deux doctorats en théologie, le premier de l'Université McMaster et le second de l'Université d'Acadie, en reconnaissance de son travail en faveur de la paix et de la réconciliation au Canada et en Afrique. En 2006, le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, l'a cité avec appréciation pour sa contribution à la paix dans ce pays. En 2007, Jao et son épouse Nora ont reçu le premier prix Denton et Janice Lotz pour les droits de l'homme de l'Alliance baptiste mondiale. Jao a reçu un diagnostic de maladie rénale chronique en 2022 et a opté pour des soins rénaux conservateurs. Jao, vous avez la parole. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je souhaite indiquer que mon parcours dans le secteur médical provient depuis lorsque j'ai commencé mon parcours professionnel de pasteur. J'étais pasteur dans un centre médical. Je fournissais du conseil aux patients. Je discutais de questions médicales avec le personnel médical. Et grâce à cette expérience, j'ai beaucoup appris de différents patients souffrant de différents types de maladies. Et ces patients, parfois, avaient des difficultés à prendre des décisions à cause de leur expérience et des circonstances entourant leur maladie. Cette période était assez difficile pour certains. En tant qu'aumônier, j'étais censée fournir une certaine aide et une certaine assistance dans la facilitation de cette prise de décision en collaboration avec leurs membres de famille et leurs amis.
Lorsque je suis arrivée au Canada, j'étais aumônier, mais cette fois-ci, pas un aumônier hospitalier. J'étais un aumônier dans une prison. En même temps, j'étais également confrontée à des personnes qui souffraient de maladies au sein de ma famille. Peu de temps après, j'ai commencé à souffrir de problèmes d'hypertension qui ont duré de longues années. Donc, pendant tout ce temps, ma préoccupation majeure portait sur mon hypertension. Je n'aurais jamais pu penser que les médicaments que je prenais pour soigner mon hypertension artérielle affectaient mon rein. Malgré que mon médecin, ainsi que d'autres médecins, m'ont alerté que j'aurais des problèmes de reins à l'avenir. Toutefois, je n'en étais pas préoccupée parce que je ne comprenais pas la gravité de cette maladie. On m'avait juste mis en garde que je pourrais avoir des problèmes. En 2002, plus précisément au mois de juin, j'ai subi un accident cardiovasculaire. À ce moment, on m'a fait comprendre que mon rein était affecté et qu'à ma sortie de l'hôpital, beaucoup de choses devaient changer. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'ai entendu la mauvaise nouvelle. On m'a dit que je devais prendre plusieurs décisions parce que à cause de ma maladie, je ne pouvais même plus prendre soin de ma maison. Il fallait que je me trouve à des endroits où je suis avec des gens. Je devais également faire attention à ce que je porte comme charge lourde, à ce que je fais parce que tout pouvait arriver à tout moment. C'était effrayant pour moi parce que j'étais encore à l'hôpital encore aux prises avec mes problèmes de cœur. En ce moment, je n'avais pas une vision claire et je n'étais pas encore guérie non plus de mon cancer de la prostate. Lorsque vous souffrez des problèmes ou des maladies et qu'on vous donne ce genre de mise en garde, vous êtes comme décontenancé. Vous perdez contrôle. Je me suis tout de même dit, OK, je vais voir. Libérez-moi d'abord de l'hôpital, que je reprenne mes esprits et que je sache quoi faire. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée voir le spécialiste des reins, une fois de plus. On m'a fait comprendre à quel niveau j'étais rendue en ce qui concerne ma maladie. On m'a également présenté les options de traitement. On m'a donné un livre que je devais lire et on m'a demandé de prendre moi-même la décision après avoir consulté les membres de ma famille et mes êtres chers. J'ai lu le livre, j'ai lu toutes les implications et j'ai abouti à la conclusion que, avec la situation que je vis, souffrant d'autres maladies et aussi compte tenu des autres soucis familiaux que j'avais, le meilleur choix pour moi était la gestion conservatrice. Bien évidemment, j'en ai discuté avec mon épouse, avec mes enfants, mes amis, les membres de ma famille. Je suis retournée voir mon équipe de soins. La raison pour laquelle j'ai opté pour cette option thérapeutique est que avec l'option des soins conservateurs, j'ai la possibilité de faire plusieurs autres choses avec ma famille et continuer d'être actif dans certaines des choses que j'ai toujours faites pour ma communauté, pour mon église, et ceci sans interruption. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et cette première année, j'ai pu me rendre aux États-Unis pour prendre part au mariage de mon petit-fils. J'ai pu poursuivre mes activités au sein de l'église, au sein de ma communauté également, et etc. Par-dessus tout, je suis heureux de noter que je peux continuer de faire plusieurs choses. Je peux essayer de faire beaucoup d'autres choses, malgré que il y a d'autres chirurgies qui m'ont un peu affaibli. Notamment, j'ai subi une chirurgie optique qui a échoué
et par conséquent, j'ai perdu ma vision gauche. Je ne peux donc plus conduire, ce qui est assez frustrant. Toutefois, avec un œil et avec un peu de force, je continue de faire plusieurs autres choses. Le choix que j'ai opéré pour moi est le meilleur parce que je continue de faire des choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Par ailleurs, comme Ruth l'a indiqué au sujet de la planification à l'avance, j'ai pu faire une planification à l'avance. J'ai préparé mes documents nécessaires, mon testament qui a été remis à mon avocat et à mon médecin de famille ainsi qu'à tous les membres de ma famille. Voilà mon expérience. La décision que j'ai prise, à mon sens, était la meilleure vu ma condition et je ne me ferai aucune hésitation de la recommander à des membres de ma famille et à mes amis qui subiraient la même situation que moi. Merci. Merci infiniment, Yoao, pour ce partage de votre expérience et de votre histoire avec nous. Nous allons passer à certaines questions que nous avons vues dans la fenêtre des questions et réponses. La première question s'adresse à John. De votre expérience, y a-t-il quelque chose que vous aurez préféré que votre entourage comprenne mieux avant de prendre votre décision? Ma famille était fortement préoccupée parce qu'elle a cru que je mourrais dans l'espace de 2 semaines. Il n'y a eu aucune clarification au sujet du nombre de jours, de mois ou d'années qu'il me restait à vivre. Je leur ai tout simplement dit qu'on m'a dit qu'il me restait très peu de temps à vivre. Ils m'ont demandé combien de mois, combien de jours, combien d'années, et je leur ai dit, je ne savais pas. Ce n'était pas une c'était pas une bonne nouvelle pour eux parce que tout le monde avait peur que le père, l'oncle mourrait dans l'espace de quelques semaines, ce qui ne s'est pas produit. Et je ne savais pas comment le leur expliquer. Merci infiniment. La prochaine question s'adresse à Ruth et Jennifer. L'une des questions qu'on entend beaucoup à la fondation est celle de savoir si je peux changer d'avis au cas où j'ai choisi au préalable les soins conservateurs. Bien sûr, c'est une prérogative, c'est toujours une prérogative qu'a le patient de choisir son option thérapeutique à n'importe quel moment. Nous soutenons donc ce choix, cette prérogative. Je dis toujours aux patients, et ça pourrait aider Joao, nous n'avons pas une boule de cristal. On peut prédire la fin de vie ou les trajectoires de fin de vie des patients ou des personnes, mais nous n'avons pas une boule de cristal et nous espérons que de tels webinaires et de telles discussions aident les gens à faire le meilleur choix. Merci tous les deux. Nous avons une question de suivi dans la fenêtre des discussions. C'est une question qui s'adresse à Ruth et Jennifer à nouveau. Pensez-vous que dans la gestion conservatrice des reins, on pourrait inclure une option de dialyse minimale, notamment moins de 3 fois par semaine? C'est une belle question et c'est une option que le personnel médical fixe parfois pour les patients. La recherche est en cours, c'est une option, mais elle ne fait pas encore partie de notre paquet d'options conservatrices. Généralement, ce type d'option est appelé dialyse implémentale. C'est pour les patients très âgés. Il Cette option peut concerner le personnel qui a une certaine accumulation de fluide ou certaines capacités minimisées. Mais c'est une option qui est en cours de recherche. Merci. La prochaine question s'adresse à Yoao. Que faites-vous qui vous permet de maintenir votre qualité de vie? Avez-vous une recommandation en particulier
Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? J'aimerais savoir que faites-vous individuellement pour maintenir votre qualité de vie? Et avez-vous des recommandations pour nos participants aujourd'hui au sujet du maintien de votre qualité de vie? L'une des choses que j'ai faites, c'est que je n'avais pas annulé les plans que j'avais pour cette année-là. Parce que je me suis dit, je suis convaincue que je m'en sortirai. Si je m'en sors pas, c'est tant mieux. Mais j'essaie toujours de voir le bon côté de la chose et de vivre du jour au lendemain. Avoir un état d'esprit positif est très important. Je suis dans une situation incertaine, raison pour laquelle j'essaie toujours d'être positif. Je vis du jour au lendemain et je n'annule pas mes plans. Comme conséquence, lorsque le jour du plan que j'avais en tête arrive, je le fais. Je suis encore en vie. Je dis toujours aux gens, essayez autant que faire se peut d'éviter d'avoir un état d'esprit négatif. Voyez toujours le bon côté des choses parce que cela pourrait vous permettre de vivre longtemps. Merci infiniment pour ce conseil qui nous aidera tous. Prochaine question pour Jennifer et Ruth. À quelle fréquence est-ce qu'on devrait rencontrer son néphrologiste, son néphrologue ou tout autre membre de l'équipe médicale lorsqu'on suit un traitement conservateur? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait se faire régulièrement ou c'est quelque chose dont on doit décider individuellement avec son personnel de santé? Belle question. Tout le monde est différent en fonction de ses besoins et de son traitement. Nous avons eu la chance de faire beaucoup de suivi par téléphone, sur Zoom, pour, par vidéoconférence. Mais bien sûr, nous avons la possibilité de rencontrer nos patients en personne si c'est une option qu'ils préfèrent. C'est très contextualisé en fonction des besoins des uns et des autres, mais notre objectif est de soutenir les patients et de leur apporter les soins les plus optimaux. Merci infiniment. Nous sommes parvenus au terme de notre webinaire. Nous remercions Ruth, Jennifer et Yoao pour la session inspirante et instructive. La Fondation du Rhin du Canada se tient prête à fournir des informations au sujet des maladies rénales et du rein et nous fournissons du conseil sur l'accès aux soins dans dans le secteur de la santé. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions issues de ce webinaire qui n'ont pas trouvé réponse, n'hésitez pas à nous contacter sur kidney.ca et nous allons nous rassurer de vous répondre et de contacter les panélistes d'aujourd'hui. À la fin du webinaire d'aujourd'hui, vous verrez une nouvelle page qui vous demandera de répondre à notre enquête de satisfaction du webinaire. Vos commentaires sont très importants pour nous aider à continuer à améliorer notre série de webinaires et nous apprécierons que vous preniez un moment pour la compléter. Le sondage est disponible en anglais et en français via un bouton de langue dans le coin supérieur droit de votre écran. Au nom de la Fondation canadienne du Rhin, merci d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une belle fin de journée.